Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien. Alors le cours d'aujourd'hui se rapporte à la communication nerveuse. On va le subdiviser en deux parties et je signale comme quoi normalement le cours a été réalisé par le prof Ahmed Redouane, revu par l'inspecteur M. Ahmed Mokhlis et présenté par moi-même, prof Filali. La suite de la communication, ici on va voir la communication nerveuse, également réalisée par le prof Ahmed Redouane, revu par l'inspecteur M. Ahmed Mokhlis et présenté par le prof Mohamed Filali. Alors, communication nerveuse. Introduction. L'homme est doué de sensibilité, de conscience et de motricité. Il est sensible aux divers stimuli de l'environnement extérieur et du milieu intérieur et y réagit de multiples façons pour s'y adapter. Ainsi, la sensation de froid fait frissonner le corps et nous pousse à nous réchauffer. Au contraire, une augmentation de la température externe en été provoque une sudation par la peau et nous incite à rechercher la fraîcheur. De plus, l'homme est capable de réfléchir, de mémoriser, d'apprendre et de communiquer par le langage. Nous savons que le système nerveux est le support anatomique de toutes ces fonctions. Quelles sont donc les caractéristiques du nerf? Comment se forment les influx nerveux? Comment les influx nerveux sont transférés à travers les nerfs aux organes? Alors, on commence par un rappel sur l'histologie nerveuse. Chez l'homme, le système nerveux comprend le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est formé par l'encéphale, comme vous voyez dans la diapo, logé dans le crâne, et de la moelle épinière logée dans le canal rachidien, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Il est entouré par trois enveloppes protectrices appelées les méninges. Encéphale et moelle épinière renferment les centres nerveux, centre de la sensibilité et centre de la motricité, de l'émotion, etc. Le système nerveux périphérique est constitué par les nerfs qui relient tous les organes du corps au centre nerveux. Les nerfs crâniens attachés à l'encéphale et les nerfs rachidiens attachés à la moelle épinière par deux racines, l'une dorsale ou postérieure portant un ganglion spinal, l'autre ventrale ou antérieure. Alors, il existe 12 paires de nerfs crâniens. Exemple, les nerfs olfactifs, les nerfs optiques, les nerfs auditifs, les nerfs pneumogastriques ou nerfs vagues, X, etc. Et 31 paires de nerfs rachidiens, exemple, nerf brachial, nerf intercostal, nerf sciatique, etc. Les centres nerveux sont formés de deux substances, une substance grise et une substance blanche. La substance grise est constituée de corps cellulaires et de cellules gliales. La substance blanche est constituée de fibres nerveuses. Chacune est constituée d'un axone entouré par une gaine de myéline produite par les cellules gliales. Ce schéma, comme exemple, nous montre une coupe au niveau de la moelle épinière. On a à l'extérieur les méninges, les enveloppes, suivies par la substance blanche, puis par la substance grise, et au milieu, on trouve le canal céphalorachidien. Structure de la substance grise. Alors, pour la légende, comme vous voyez, il s'agit d'un corps cellulaire. En un, c'est une cellule. À l'intérieur, il y a du cytoplasme, un noyau et des dendrites. Par la suite, on a l'axone. Donc, la substance grise est constituée de ces composantes-là. Structure de la substance blanche. La substance blanche est constituée d'axones entourés d'une substance appelée myéline sous forme d'une gaine. Il y a une continuité entre la substance grise et la substance blanche. L'axone qui part du corps cellulaire dans la substance grise se prolonge dans la substance blanche et s'entoure d'une gaine de myéline. Structure du nerf. Le nerf est un ensemble de faisceaux de fibres nerveuses.
Alors, comme vous voyez sur le document et le schéma, donc chaque faisceau, comme on a dit, il est formé par plusieurs fibres nerveuses et il est entouré par un tissu épithélial, puis il y a un tissu conjonctif qui contient les vaisseaux sanguins. Chaque fibre nerveuse est composée d'un axone entouré d'une gaine de myéline. Le nerf est donc une prolongation de la substance blanche. La gaine de myéline est une superposition de plusieurs couches de membranes cytoplasmiques qui assurent l'isolement électrique de l'axone. Il résulte de l'enroulement de la cellule de Schwann autour de l'axone. Alors, cette observation microscopique d'un nerf dilacéré montre principalement deux types de fibres nerveuses, les fibres myélinisées, ça veut dire avec de la myéline, et des fibres amyélinisées qui ne possèdent pas de myéline. En schéma, la myéline sur les fibres nerveuses myélinisées est discontinue. Elle est absente au niveau des nœuds de Ranvier. Donc, comme vous voyez au niveau des schémas, donc on a des discontinuités, ces nœuds de Ranvier, où il n'y a pas de myéline. Alors, en plus de la gaine de myéline, on a à l'extérieur une gaine de Schwann. Alors, la myéline qui entoure les axones est synthétisée par les cellules de Schwann. Conclusion. On constate une continuité structurale entre la substance grise et la substance blanche et le nerf. Le corps cellulaire qui renferme le noyau se prolonge par l'axone qui s'entoure de myéline dans la substance blanche et dans le nerf pour donner la fibre nerveuse, formant ainsi l'unité structurale du tissu nerveux, la cellule nerveuse ou neurone qui se ramifie au niveau des organes en arborescence terminale, terminée également par ce qu'on va appeler les synapses. Il y a différents types de neurones. Quand vous voyez sur le schéma, par exemple, on a les neurones unipolaires, donc le corps cellulaire, c'est vers l'extrémité. On a les neurones en T, les neurones bipolaires et les neurones multipolaires. Alors, comme vous avez également la légende d'un neurone, donc on a le corps cellulaire qui est une cellule avec un noyau, cytoplasme, une membrane cytoplasmique. Alors, au niveau de ce corps cellulaire, on a des arborescences qu'on appelle des dendrites et une plus grande qu'on appelle l'axone qui va se terminer par une arborescence terminale et donc des boutons synaptiques. Les caractéristiques du nerf, mises en évidence. Alors, l'expérience suivante montre par dissection, on isole le nerf sciatique de la patte postérieure d'une grenouille dilacérée et on porte une excitation sur le nerf. Alors, le nerf sciatique qui va innerver le muscle gastrocnémien. Résultat, contraction du muscle gastrocnémien. Interprétation. L'excitation du nerf a produit un influx nerveux qui était conduit au muscle. Conclusion, le nerf a deux caractéristiques, il est excitable et conducteur. Pour étudier ces deux propriétés, on va utiliser le matériel suivant. Donc c'est un oscilloscope avec toutes les composantes. Ce qui nous intéresse, c'est les plaques horizontales, notez leur disposition, et les plaques verticales. Principe de fonctionnement de l'oscilloscope. Les deux plaques verticales assurent le balayage horizontal, alors que les deux plaques horizontales, reliées aux électrodes neutres et réceptrices, provoquent la déviation verticale du spot. S'il y a une différence de potentiel qu'on va qualifier de DDP, entre les électrodes R1 et R2. Actuellement, on peut enregistrer le potentiel membranaire de la fibre nerveuse en utilisant l'expérimentation assistée par ordinateur, l'EXAO. Alors, l'interface de l'EXAO fonctionne avec un logiciel et assure l'excitation du nerf et l'enregistrement d'une courbe traduisant son activité électrique en fonction du temps. Les caractéristiques de l'excitation apparaissent sur son écran ou sur celui de l'ordinateur, durée, intensité, fréquence. Étude de l'excitabilité du nerf. Sur un nerf isolé, on place des électrodes excitatrices
lié à un générateur par l'intermédiaire d'un amplificateur qui permet de régler l'intensité et la durée de l'excitation. On applique au nerf des excitations d'intensité croissante et on détermine pour chaque excitation le temps nécessaire à la réponse du nerf. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant. À quoi ça va servir? Donc, sur un repère orthonormé, établir la courbe d'excitabilité du nerf I en fonction de T. Déterminer graphiquement les caractéristiques de l'excitabilité de ce nerf. Alors, on obtient le schéma suivant. Pour la détermination des caractéristiques d'excitabilité du nerf, on parle du seuil d'excitation. C'est la plus faible intensité capable d'exciter le nerf par un courant électrique. Il est appelé rhéobase. Le temps utile, c'est le temps nécessaire pour obtenir la réponse à une excitation d'intensité égale au seuil d'excitation. La chronaxie, c'est le temps nécessaire pour obtenir la réponse du nerf à une excitation d'intensité double à la rhéobase. Sur le schéma, les voilà. Donc, comme on a dit, la rhéobase, c'est le seuil d'excitation en dessous duquel il n'y a pas de réponse. En projetant sur la courbe, on obtient le temps utile. Si on veut la chronaxie, donc on prend la rhéobase ici à peu près de 35, donc ça va donner 70. La projection nous donne le temps qu'on appelle la chronaxie. Alors, étude de la conductibilité d'un nerf. La conduction d'un nerf, c'est la propagation de l'influx nerveux à travers le nerf à une vitesse donnée. Pour mesurer la vitesse de conduction d'un nerf, on isole avec son muscle et à deux points séparés par une distance déterminée, on applique une excitation efficace de même intensité. Et on mesure le temps nécessaire pour que l'influx nerveux atteigne le muscle, contraction. Soit T1, le temps pour atteindre le muscle du point A, T2, le temps pour atteindre le muscle du point B. Donc la vitesse de conduction, c'est la distance AB divisée par T2 moins T1. Alors merci pour votre attention et à la deuxième partie, Inch'Allah.